Bien, mesdames, est-ce que vous m'entendez? Oui. Non. Ça fonctionne ou pas? J'ai dit j'ai la télévision. Je suis Mélanie Bénard-Croza, je suis la rédactrice en chef de Sécurité et Défense Magazine et j'ai donc le plaisir d'accompagner nos trois invités pour aborder donc la thématique de cet après-midi, la valorisation des données de l'entreprise. Une question, on va le voir ensemble, aussi bien stratégique donc technique. On démarre parce qu'effectivement, alors on n'est pas dans un salon militaire, mais le timing à respecter est très précis puisqu'il y a une conférence qui suivra. Donc, les personnes du public nous rejoindront au fur et à mesure. Alors donc, avec nos invités, je vais donc les présenter rapidement. À mes côtés, Laurent Lafaille, donc co-founder et co-CEO de Dawex. À vos côtés, Paul-Olivier Gibert, donc président de Digital Ethics. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'avoir Michèle Arnoët, directrice innovation de IQVIA. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Ensemble, on va revenir donc sur les data et finalement ce que l'on entend souvent, cet or noir qu'elle représente. C'est surtout et avant tout un nouvel actif qu'il faut absolument intégrer, comprendre et protéger. Et ce sont des notions sur lesquelles on va revenir. Au-delà de la valorisation, il y a des étapes sur lesquelles on va revenir, qui sont essentielles parce qu'on parle souvent de la data du ROI, ce fameux retour sur investissement que les directions appellent de leur vœu, les COMEX aussi, sauf qu'il y a un certain nombre de questions à se poser avant d'en arriver à cette fameuse question du ROI. Et donc, de quelle data parle-t-on? Comment est-ce qu'on les collecte? Où est-ce qu'on les stocke? Comment est-ce qu'on les valorise? Quelle valeur peuvent-elles avoir? Parce que selon la personne qui va les utiliser ou qui est en face et qui potentiellement pourrait les utiliser, le regard et la valeur ne sont pas les mêmes. Et puis il y a évidemment des enjeux également juridiques dont on parlera aussi. Et puis ensuite il y a des enjeux éthiques. Mais là j'empiéterai un petit peu trop sur la table ronde que j'animerai demain après-midi. Donc on en parlera un tout petit peu. Et puis ensuite on laissera les autres invités de demain poursuivre sur ce sujet. Alors peut-être débuter, si vous le voulez bien, Laurent, avec vous, sur ce que je disais à l'instant. Finalement, c'est se poser presque les premières bonnes questions, revenir sur les fondamentaux et sur notamment la collecte de ces données. Comment est-ce qu'on collecte ces données? Comment est-ce qu'on les identifie? Comment est-ce qu'on les qualifie? Et tout ça en fonction de l'usage et de l'objectif que l'on s'est fixé. Alors, je vous prête. Oui, merci Mélanie. Moi, je vais avoir un angle pendant toute la conférence qui est celui d'une place de marché de la donnée, donc dans un lieu où l'offre et la demande se rencontrent, où des entreprises décident elles-mêmes d'échanger et de maîtriser avec qui elles échangent, voire commercialiser leurs données, avec d'autres entreprises qui décident de l'acquérir. Donc je vais répondre sous cet angle-là. Effectivement, quand on parle de données, déjà, on ne parle pas que de données personnelles, on parle de toutes les données que l'entreprise produit. Et elle produit un grand nombre de données qui touchent toutes ses activités, tous ses métiers. Pas de la donnée industrielle, de la donnée sur les produits, des données sur la distribution de ces produits, des données sur sa supply chain, des données qui viennent de sa R&D. Évidemment, on peut parler des données qui viennent du marketing ou de l'activité commerciale. Et depuis 10 ans, depuis qu'on a introduit le mot de big data, on a surtout parlé de valorisation des données à l'intérieur de l'entreprise. Et depuis peu se pose la question, et ça a été accéléré par la question de la GDPR, finalement, mais ces données-là ont peut-être aussi une valeur à l'extérieur de mon entreprise. Et quelle valeur elle peut avoir, d'abord pour moi et éventuellement pour mon écosystème. Et donc on va développer, je pense un peu plus tard, ce point-là. Quand on parle de données aussi, on se pose la question mais effectivement, comment on les collecte, comment on les stocke, de quel historique on peut parler de ces données. Et ce qu'on retrouve, nous, dans les entreprises qui se confrontent, en tout cas qui se questionnent sur la valeur de leurs données et la valeur aussi bien dans leur écosystème qu'à toute entreprise qui souhaite y acquérir, c'est finalement qu'est-ce que je peux mettre à disposition. Et cette question, non, on ne part pas finalement de qu'est-ce que je collecte, puisque souvent la réponse est on en collecte déjà beaucoup, mais plutôt que veut le marché. Et c'est d'abord une question stratégique de comprendre ce que veut le marché, et on reviendra après sur comment on sonde le marché, sur ce qu'attend le marché quand il vient me questionner sur les données que je suis prêt à mettre à disposition. Et c'est une fois ces questions, ce premier niveau de questions, le premier niveau de réponse, et finalement si c'est mon compétiteur,
Je n'ai même pas envie d'aborder cette question avec lui, mais si je peux en tirer une valeur, c'est finalement revenir aux questions assez fondamentales. C'est est-ce que finalement je la collecte bien? Est-ce que j'ai pris soin de maîtriser la contractualisation dans la manière dont j'ai collecté ces données? Et quelles possibilités j'ai à les céder à un tiers, en tout cas à une société qui vient me solliciter? Alors, merci beaucoup, Laurent. On revient effectivement juste après sur la valeur de la donnée. J'aimerais qu'on poursuive parce que vous avez évoqué la question des données personnelles, des données également qui sont aussi sensibles. Et donc là, on pense évidemment au domaine de la santé. Michel, on va en parler avec vous, puisque c'est le domaine principal dans lequel vous travaillez. Il y a effectivement un peu la même question, c'est finalement comment est-ce qu'on collecte, comment est-ce qu'on qualifie ces données dans l'univers de la santé, où on a compris qu'il y avait une dimension évidemment sensible, et tout ça pour finalement, avec l'objectif qui est de mieux soigner les patients. Hier, on avait le plaisir d'entendre le docteur Brunner qui était présent sur Ready for IT et qui a même à un moment donné précisé que ces données dans le monde de la santé pouvaient sauver des vies. Donc là, on voit bien qu'on entre dans une autre dimension. Comment est-ce que vous l'appréhendez dans le métier d'innovation qui est le vôtre au quotidien? Tout à fait. Donc effectivement, nous, IQVIA est complètement focalisé sur la santé et on ne parle pas, dans le cadre de cette table ronde, que des données qui sont générées dans le cadre de l'entreprise. Et du coup, on parle de données qui sont multisources. Rien que pour parler de la collecte, on parle d'individus, de chacun d'entre nous, on parle de patients. Donc c'est des données qui viennent de chacun d'entre nous, qui viennent de professionnels de santé, que ce soit en pharmacie, médecin de ville, médecin généraliste, spécialiste ou hôpitaux. Donc et on parle de données qui viennent du coup potentiellement de toutes sources, qui sont des données extrêmement structurées, comme des données d'études cliniques, auxquelles peut-être certains d'entre nous avons participé ou nous connaissons des personnes qui y ont participé. Donc là, c'est extrêmement structuré, très protocolisé, évidemment avec une obtention de nos consentements. On va y arriver un petit peu plus après sur la notion d'éthique et de transparence, ou demain plutôt. Et puis derrière, il y a des données qui sont complètement hétérogènes, sur des apps, des objets connectés. Donc ce que l'on vit, on a 36 000 apps, j'exagère à peine, de santé que nous voyons tous les jours. Donc ces données-là qui sont structurées plus ou moins différemment, des données qui viennent des professionnels de santé, comme je le disais tout à l'heure, qui ont un certain niveau de structure, certains vocabulaires, parce qu'on arrive à la notion de vocabulaire de langue, parce que pour pouvoir utiliser de la donnée, je dirais en général, mais là je laisserai mes amis en discuter de façon plus transverse, mais particulièrement dans la santé, il faut pouvoir utiliser des données qui soient comparables pour avoir un poids analytique, pour pouvoir analyser quelque chose. Donc du coup, tout ce qui est ontologie, tout ce qui est langage, vocabulaire, doit pouvoir être utilisé pour comparer et pour un individu versus un autre, ou bien une prise en charge d'un médecin versus une prise en charge d'un autre médecin, d'un autre professionnel de santé. Donc il y a tout un travail évidemment dans la notion d'accéder ou de collecter cette donnée. Il y a tout un travail derrière de transformation transparente. Je pense que c'est quand même important d'avoir cette notion et de bon sens pour pouvoir derrière vraiment lui donner le poids analytique nécessaire. Donc c'est des sources multiples et un poids de transformation quand même extrêmement important pour pouvoir être dans le cadre de la réglementation, dans le cadre de l'utilisation de ces données et donc d'une valorisation. Vous avez parlé de retour sur investissement. Le retour sur investissement pourrait être évidemment, quand on pense retour sur investissement, on pense souvent monétaire, mais pas que. Justement, les données aujourd'hui, par anticipation, permettent de souvent mieux prendre en charge ou mieux anticiper certains cas ou certaines pathologies ou certains cas de patients et qui permettent du coup, si pas systématiquement de sauver des vies, on ne peut pas le garantir, mais de mieux prendre en charge et de donner rien que la qualité de vie pour chacun d'entre nous est importante. Donc c'est vrai que ces données sont extrêmement importantes, mais qui génèrent des défis et des challenges de prise en charge à tous les niveaux, réglementaires, éthiques, technologiques. Parce qu'il y a un élément
au niveau technologique qui est peut-être un petit peu différenciant par rapport à d'autres données, c'est que quand on veut pouvoir avoir un impact analytique, donc pouvoir ressortir de la valeur de la donnée dans le cadre de la santé, dans le cadre d'une prise en charge d'un individu, il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle une longitudinalité. Une longitudinalité, c'est-à-dire de pouvoir savoir que un individu, il y a eu un événement à un moment donné et que peut-être cet événement est la cause ou la conséquence d'un autre événement avant ou après. Donc il y a cette notion de suivi qui n'est pas toujours valable dans tous les autres domaines. Et ça, c'est au niveau technologique, au niveau réglementaire, de nouveau, et au niveau, c'est plus lourd à gérer. Il faut le faire avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Michel. On poursuit peut-être sur le point et que vous avez notamment évoqué sur le côté réglementaire, sur le côté, je dirais, technico-juridique finalement. Paul-Olivier, peut-être nous en dire un mot sur cette organisation finalement technico-juridique dans la circulation et puis dans le traitement de ces données. Oui, alors la donnée, c'est aussi, comme vous l'avez dit, un actif. Et c'est un actif, une catégorie d'actifs qui est relativement neuve. C'est-à-dire que la donnée dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on avait du mal à discerner il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors, il y a effectivement, pour savoir si un jeu de données a de la valeur, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est celle que vous évoquiez. Est-ce que d'un point de vue technico-juridique, c'est un jeu de données dont je peux me servir ? C'est la première question, c'est en particulier dans le domaine de la santé. Est-ce que les données, quand il s'agit de données à caractère personnel, est-ce qu'elles ont été collectées de manière conforme ? Est-ce que les personnes ont été bien informées des finalités ? Bref, est-ce que la personne qui a accès à ces données, il faut peut-être parler de personnes ou d'entités ayant accès aux données, plus que d'entités propriétaires des données. C'est un point qui est un petit peu spécifique dans ce domaine-là. Est-ce que la chaîne de collecte a été propre ? Et est-ce que je suis en mesure de prouver que le jeu de données à caractère personnel que je souhaite utiliser ou éventuellement partager permet de démontrer qu'il a été collecté de manière conforme ? La problématique peut également se poser pour les autres types de données qu'évoquait Laurent, les données de type industriel, qui sont des objets très importants et très utiles. Ça, c'est le premier facteur. Est-ce que d'un point de vue technico-juridique, j'ai des données qui sont propres ? Mais aussi d'un point de vue technique. Est-ce que mon jeu de données, je suis capable d'expliquer son histoire ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a telle ou telle configuration dans le dataset. Donc la première ligne, c'est est-ce que d'un point de vue technico-juridique, ça a été bien collecté, bien traité, bien stocké ? Il y a une deuxième dimension, c'est à quoi se réfèrent ces données. Les données, dans le domaine évoqué par Michel, ça se rapporte à la santé des personnes, donc avec des éléments de valeur, mais aussi des éléments de sensibilité. Ils ne se traitent pas de la même façon, et quelque chose qui serait de nature à dévoiler un état de santé ou une pathologie sur une personne serait quelque chose de très problématique, à la fois d'un point de vue juridique, puisque ça pourrait porter atteinte à plusieurs types de secrets, mais également des points de vue d'image et commercial. C'est-à-dire, imaginez qu'il y ait une data breach qui révèle des pathologies pour un grand nombre de personnes, ça pourrait être très problématique. Et il y a aussi la question de la valeur que peut représenter la donnée. Ça n'a pas les mêmes enjeux si on est sur des données... Enfin, un des domaines sur lesquels on travaille, qui est celui de la santé. On a des jeux de données qui interviennent à différents moments. Par exemple, on a des jeux de données qui vont être utilisés pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Le facteur, c'est que ça permet de faire passer la valeur, par exemple, de la société qui a développé ça, de 10 à 100 millions, voire à 1 milliard. Il est clair que le jeu de données vaut beaucoup. Si on a des jeux de données qui servent simplement à améliorer un processus qui rapporte 4 millions d'euros, et la possibilité, c'est de l'optimiser de 10%, il est clair qu'on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Donc le deuxième facteur, outre le caractère propre de la collecte et du traitement des données, c'est à quoi servent-elles et que représentent-elles. Et puis on a une troisième chose, qui est un élément intéressant dont on n'a pas encore parlé, c'est à quoi ressemble le jeu de données. Est-ce que c'est des données qui sont très homogènes ? Est-ce que c'est des données qui, au sens de la théorie de l'information, apporteraient beaucoup d'informations ? Ça représenterait des écarts très forts. Donc en fait, on a un objet pour lequel le calcul de la valeur n'est pas si simple que ça, puisqu'il faut pouvoir tenir compte de ces trois dimensions qui elles-mêmes ont des ramifications assez profondes. Et ça, c'est une des activités sur lesquelles nous travaillons,
avec des modèles qui ne donnent pas forcément des précisions très grandes, mais qui permettent de savoir si le jeu de données est plutôt pas cher ou plutôt cher par rapport à un certain nombre de caractéristiques. Je ne suis pas certain d'avoir répondu directement à la question. Si, on a fait le point et on a même fait le lien avec l'élément que je voulais aborder avec Laurent sur finalement comment est-ce qu'on définit cette valeur de la donnée. Il y a 3 points qui étaient donc évoqués à l'instant par Paul Olivier. Est-ce que ce sont les 3 points sur lesquels, je dirais, vous vous accordez? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment on peut aujourd'hui parler du potentiel économique de ces données? Alors déjà, il y a une chose, c'est que les entreprises qui se posent cette question-là, elles sont pas, on les retrouve pas dans un secteur d'activité, on les retrouve dans plein de secteurs d'activité, et c'est pas lié à leur taille, c'est pas lié à leur position dans le marché, c'est souvent celles qui ont déjà entamé une transformation liée à ce qu'on appelle en anglais des data-driven companies, qui prennent des décisions grâce à la data, donc qui ont déjà entamé un travail sur la cartographie de leurs données, à minima de la gouvernance de leurs données, souvent poussées par les nouvelles régulations sur la protection des données, même si ça concerne qu'une partie des données, comme en Europe, des données à caractère personnel. Mais poussés par ça, des COMEX ou des comités de direction se disent finalement on investit beaucoup en big data depuis 10 ans, donc la valorisation en interne, on investit beaucoup sur la cybersécurité, puisqu'on comprend les menaces, finalement, et on investit aussi en mise en conformité. Donc c'est que cette donnée a une valeur, on comprend bien pour les usages en interne, mais est-ce qu'elle a une valeur sur le reste du marché ? Et les entreprises qui se posent cette question-là et qui vont dans une démarche de valorisation de leur active data pour derrière le commercialiser, c'est d'abord parce qu'elles savent qu'elles peuvent en générer des revenus et qui ne soient pas marginales, qui ne soient pas juste héroïstes par rapport au coût de production, puisqu'elles ont déjà amorti lié à leur activité et à l'usage qu'elles en tiraient déjà en interne de leur data. Prenons l'exemple d'un industriel de rang 2 dans l'industrie des produits de grande consommation. Cet industriel a 70% de part de marché, il est présent partout dans le monde. C'est une entreprise qui est sous LBO, elle a fait son assessment, elle sait qu'à la fin de son LBO, dans 5 ans, elle pourra tirer 300 millions de plus de valorisation parce qu'elle aura montré qu'elle valorisait aussi son active data, et peut-être à terme, lorsque les experts comptables auront avancé sur ce sujet, pour l'intégrer dans son patrimoine de l'entreprise, au même titre que depuis 20 ans, on intègre la valeur d'une marque, mais aussi la valeur de l'active data. Donc ces entreprises qui, je prends l'exemple de cette entreprise qui est un peu caractéristique, elle a 70% de part de marché, elle n'est pas monopolistique, mais en tout cas, elle a une grosse part de marché qui fait que si elle se met à donner accès à sa donnée, elle sait que statistiquement, elle représentera un énorme poids sur la compréhension éventuellement des matières premières qu'elle achète, de la logistique qu'elle a. Et donc, dans cette position de marché, ça compte aussi dans l'évaluation de la valeur des données. Mais ce ne sont pas les mêmes enjeux. Une PME ou une start-up qui fait 400 000 euros de chiffre d'affaires et qui va tirer 20 000 euros par an grâce à la valeur data, on comprend que pour elle, c'est important. Pour une entreprise multinationale qui fait quelques dizaines de milliards de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires, si elle peut en tirer 150 à 200 millions à échelle 5 ans, elle va le faire, à condition évidemment de dézoner la partie risque et peut-être d'identifier quel type de données, au-delà de leur valeur, quel type de données où elle minimise la prise de risque en les commercialisant et en maîtrisant avec qui elle les commercialise. Donc c'était une manière de répondre et de compléter propos de Paul Olivier, c'est qu'il y a aussi des éléments qui sont environnementaux à la position dans le marché de l'entreprise qui peuvent être pris en compte. On appelle ça de manière très simple la rareté de cette donnée sur le marché. Et puis bien évidemment, après on va rentrer dans des sujets, est-ce que finalement pour l'acquéreur ça sert à quelque chose, sinon il ne va pas payer cette valeur. Et d'une certaine manière, les acquéreurs de données ne vont pas acheter tout un volume, un stock de données pour des millions d'euros, des millions de dollars, et vont commencer d'abord à backtester la donnée. Le meilleur exemple, c'est les hedge funds aux États-Unis qui ont staffé leurs équipes en data scientists. Et s'ils trouvent 1 à 2 jeux de données par an qui leur permet d'améliorer leur modèle et de battre leurs concurrents à 2 rues de Manhattan, ils achèteront à prix d'or cette donnée. Par contre, ils vont beaucoup investir pour la backtester, c'est-à-dire pour évaluer si elle a vraiment de l'intérêt et si elle peut être corrélée à des éléments qui leur permettra de gagner des positions. Voilà. Paul Olivier, peut-être on est toujours sur cette dimension économique de la donnée, donc de la valeur de cette donnée. Est-ce qu'on peut peut-être détailler un petit peu ces éléments économiques
qui sont relatifs finalement à la valeur respective de ces données. Compléter un petit peu, aller un petit peu plus loin. On peut reformuler un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des éléments de valeur qui sont liés aux caractéristiques du jeu de données. Jeu de données caractéristiques qui sont soit techniques, soit juridiques, et qui, quelque part, déterminent la possibilité de le réutiliser, soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue juridique. Bon, les données à caractère personnel, lorsqu'elles sont maltraitées, ça peut coûter très cher en ROI, mais des données qui ne sont pas pertinentes ou qui comportent des biais aussi peuvent coûter très cher, par exemple en biaisant le modèle. Donc ça, c'est la première ligne de valeur. Ensuite, ça peut se décliner très facilement, on peut très facilement complexifier l'arbre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments juridiques, contractuels, il y a plein de choses qui peuvent les déterminer, mais en essayant de rester synthétique, donc il y a cet axe de réutilisabilité de la donnée d'un point de vue technique et juridique. La deuxième problématique qui rejoint un petit peu ce que disait Laurent, c'est que représente la donnée. C'est clair qu'une société qui peut fournir des données qui représentent des éléments pertinents et compréhensibles sur un fonctionnement de marché ou sur une activité humaine qui peut générer de la valeur, vaudra plus cher qu'un jeu de données qui est soit plus petit, soit sur un secteur ou un type d'information qui est moins pertinente. Et puis la troisième, c'est l'intérêt qu'on peut retrouver en matière de data science. C'est-à-dire, est-ce que la structure du jeu de données est une structure qui peut porter des informations, des possibilités d'exploitation. Donc globalement, c'est l'agrégation de ces trois facteurs qui, de manière théorique, permettent de contribuer ou de définir la valeur du jeu de données. Donc, il y a d'autres approches qu'on a regardées qui sont des approches macroéconomiques, comme par exemple, ça va faire plaisir à certains, l'utilisation dans la courbe de Cobb-Douglas. Est-ce que la donnée est au même titre que, par exemple, les marques, un facteur qui permet d'améliorer la performance de la combinaison entre le capital et le travail? Mais bon, là, c'est des approches qui sont théoriques, qui peuvent être intéressantes dans certains cas, mais globalement, de manière plus pragmatique, ce que l'on est amené à regarder avec nos clients, c'est la déclinaison de ces trois facteurs. Donc il faut à la fois le détailler et puis ensuite le réagréger pour savoir si globalement on a quelque chose qui apporte de la valeur. On est aussi, je pense que Laurent, je voulais avoir le retour de Laurent, on est dans quelque chose qui peut ressembler aux années 1850 aux États-Unis, lorsque l'on a vu commencer à apparaître le marché de la dette. C'est-à-dire qu'il y avait des compagnies qui construisaient des chemins de fer et qui se finançaient en s'endettant. Et puis il y a M. Standard qui a rencontré M. Pour et qui a dit on va faire des recueils d'informations pour permettre aux investisseurs de savoir s'ils ont de bonnes chances d'être remboursés par la compagnie de chemin de fer. C'est devenu Standard & Poor's, c'est devenu les agences de notation, et quelques années plus tard, c'est devenu les marchés de la dette. Donc en fait, on a l'impression, enfin je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'on est un petit peu dans cette période un peu préhistorique. C'est-à-dire qu'on voit un certain nombre de choses qui se mettent en place. On sent qu'il y a parfois des problèmes d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il y a des prix qui sont payés vraisemblablement trop chers d'un côté et pas assez chers de l'autre. Simplement, on n'est pas dans un degré, on avance très vite, mais on n'est pas encore dans un degré de maîtrise où on peut avoir des prix comme ça se passe sur les produits, sur les marchés financiers, où il y a des arbitrages qui se font à la milliseconde avec de l'IA et des jeux de données qui sont très intéressants à revendre. Donc en fait, on est dans cette période où on commence à voir quels sont les facteurs qui font qu'un jeu de données a de la valeur. Simplement, c'est un domaine où on n'a pas encore les éléments d'arbitrage qu'on peut voir sur d'autres types de marchés. Laurent, vous voulez... Non, oui, c'est effectivement, le marché des commodities existe depuis, je crois, quelques millénaires. Le marché des actions, en tout cas des produits financiers dérivés, existe depuis quelques siècles et c'est régulé très fortement au XXe siècle. Le marché de la data, si on parle de l'active data, il en est qu'au début de l'histoire de la régulation, mais mettra par contre un siècle à se réguler. Et on voit bien. À mon avis, c'est plus proche des commodities parce que ça n'a pas forcément la même. Enfin, les marchés financiers, on a artificiellement recréé les conditions de la concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des produits qui sont hyper standardisés. Sur les commodities, on n'a pas ça. Et la data ressemble, à mon avis, beaucoup plus aux commodities. Mais on ne va pas mettre 5000 ans avant d'avoir des systèmes d'arbitrage.
En tout cas, la Commission européenne, l'année dernière, a suspendu un projet de régulation des données non personnelles, tout simplement en se disant qu'il faut déjà que les entreprises absorbent le RGPD, mais a quand même émis des lignes guides sur les échanges et la protection des données personnelles. Et on voit bien que c'est un marché qui va être régulé aussi, d'où l'émergence de places de marché de données. Et d'où l'émergence aussi de copies de la régulation européenne dans d'autres zones économiques, comme par exemple au Japon très récemment, qui d'ailleurs reconnaît la GDPR dans les accords de libre-échange récents. Merci Laurent. Alors, on a parlé de partage des données, d'échange de monnaie, on parle de données, on parle de potentiel économique, on parle de protection des données. Ça fait effectivement pas mal d'informations, alors qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui posent quand même un certain nombre de sujets, et notamment, finalement, d'associer cette... peut-être trop de protection, parce que c'est vrai qu'on appelle à beaucoup de protection, et notamment sur les données sensibles ou à caractère personnel. Est-ce que vous réfléchissez, Michel, peut-être, sur ce compromis, je dirais, entre à la fois la protection et l'utilité des données, parce qu'effectivement, on comprend bien que trop de protection, finalement, va freiner une certaine prise de risque, et que dans l'innovation, qui est votre sujet, la prise de risque, elle est quand même essentielle. Oui, on y pense tous les jours. Est-ce que vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît ? On y pense tous les jours. Déjà, un premier point qui est lié au sujet et qui est lié à ce qui vient d'être dit, c'est dans l'utilisation des données et dans leur valeur, c'est que les données, et on arrive un petit peu à une notion de big data, même si ça veut tout et rien dire, les données, quand on en a beaucoup, peuvent être utilisées pour pouvoir générer des analyses sur des tendances. Et là, je pense que on peut avoir des données qui ne soient pas forcément les plus parfaites, pour pouvoir sortir avec des outils de plus en plus intelligents, une valeur, en tout cas analytique et descriptive, analytique, potentiellement prédictive, sur de nouveau dans le monde de la santé, sur des épidémies, sur du plus grand nombre. Et là, la notion de protection, pour revenir à votre question, est quelque part un peu moins importante, parce qu'on a peut-être besoin de moins de finesse, de moins de données, de moins de données sensibles pour pouvoir arriver à une donnée, enfin à une analyse ou à une conclusion intéressante. Quand on veut arriver à de l'innovation ou à un poids analytique qui puisse toucher, et de nouveau, là je parle dans certains, le domaine de la santé et peut-être quelques autres domaines, peut-être l'aéronautique ou autre, où on est quand même aussi je pense, dans ce genre d'approche-là, où on a besoin d'être extrêmement spécifique sur une conclusion et surtout très, très, très juste, parce que derrière, c'est la vie. C'est la vie ou la mort, potentiellement, et évidemment la santé. Dans ce cadre-là, la notion d'où vient la donnée, de comment est-elle qualifiée, de comment elle est transformée, devient d'autant plus importante pour pouvoir faire de la data science et de l'analytique, ou si vous me permettez, de l'intelligence artificielle intelligente, ou plus intelligente. Là, on arrive du coup au point de dire, mais à quoi va-t-on donner accès comme données et comme niveau de sensibilité pour arriver à ces objectifs-là. Et c'est là où la notion de bénéfice-risque, qui, je pense, vous le savez, au niveau de la CNIL, la loi informatique et liberté de 78, ne comprenait pas cette notion de bénéfice-risque. Donc, ce n'était pas du tout dans notre culture en France d'avoir cette notion de dire, si j'ai ce bénéfice-là, je vais pouvoir prendre ce risque-là. Le RGDP rentre cette notion-là, et c'est quand même pour certains un choc culturel. Et c'est formidable parce que ça ouvre des tas d'opportunités possibles, mais il faut accompagner ces éléments-là. Et donc la CNIL, entre autres en France, travaille sur toute cette approche-là, mais avec, et là je parle plus de la France, mais qui est une différence par rapport à d'autres pays, et en Europe, et évidemment en Asie ou aux États-Unis ou autres, qui peut nous mettre, qui peuvent avoir un impact sur quel va être notre avenir dans ce domaine-là. C'est si on prend trop le principe de précaution qui est inscrit dans la loi, et si on protège trop, c'est génial pour chacun d'entre nous, évidemment, mais c'est effectivement un peu bloqué. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un double chemin. C'est-à-dire qu'il y a, de nouveau, plus dans la donnée à la santé, mais pas que, parce que Emmanuel Macron a lancé cette initiative et le rapport Villani pour justement ouvrir
les données, les utiliser, faire de l'intelligence artificielle et que la France redevienne leader dans le domaine, ce qui est formidable parce que forcément ça veut dire ouverture des données de santé ou des données en général, mais entre autres des données de santé. Et il y a des initiatives dont le Health Data Hub qui a été lancé et qui vont dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, en pratique, ce que nous voyons, c'est que nous obtenons les uns et les autres des autorisations de recherche pour faire de l'innovation lorsque l'on sait exactement ce que l'on cherche et lorsqu'on sait ce dont on a besoin pour obtenir ce que l'on cherche. Or, l'innovation, parfois, il faut pouvoir être capable d'aller beaucoup plus loin, de se dire je ne sais pas exactement ce que je cherche, mais je vais quand même chercher, je vais quand même trouver. Et pour quand même chercher, il faut ouvrir ça. Et là, on n'y est pas. Donc effectivement, ça freine aussi le champ exploratoire qui est absolument nécessaire dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès. Franchement, ça va dans le bon sens et c'est déjà formidable. Mais pour arriver au niveau de la Chine, qui a 100 fois plus d'investissements en intelligence artificielle, alors évidemment, ils sont beaucoup plus gros, mais quand même, au niveau des États-Unis et autres, on a intérêt à pouvoir un petit peu, alors de façon transparente, éthique ou autre, je vous laisserai en discuter demain, mais on a intérêt à pouvoir le faire. Alors, on parlait de la valeur des données. Il y a évidemment la question de la monétisation des données qui peut avoir lieu, mais dans un cadre réglementé. Je pense que sur ça, on est assez doué quand même en France et en Europe, donc on devrait arriver à s'en sortir. Un environnement encadré. Laurent, comment est-ce que vous voyez ce modèle se dessiner de monétisation de la donnée? Est-ce que c'est aussi un moyen de reprendre peut-être un peu la main par rapport aux GAFAM sur cette économie de la donnée avec, je dirais, les valeurs que l'on souhaite y donner, donc des valeurs européennes? Oui, effectivement, le modèle de la monétisation de données, on en parle depuis que effectivement les GAFA ont bâti des modèles économiques qui sont devenus quasiment monopolistiques, mais ils ont été créés à une époque où il n'y avait pas de régulation. Et les modèles qui naissent aujourd'hui, et notamment en Europe, on le voit bien, il y a quand même un avantage pour en tout cas, je parle au titre d'une start-up française et européenne. On voit bien quand on va aux États-Unis, on a un avantage d'être européen, parce qu'on comprend la régulation, en tout cas la zone économique dans laquelle elle a été créée, la philosophie qu'il y a derrière. Et c'est parce qu'il y a des règles que du coup il y a un cadre et que les entreprises comprennent où est la ligne rouge, même si c'est extrêmement, et ça a été coûteux pour elles de mettre en place cette conformité, mais à minima ça a défini le cadre et les règles du jeu. Et quand on parle de monétisation de données, j'exclus le cadre très particulier du domaine de la donnée publicitaire qui lui est déjà fortement structuré avec une chaîne de valeur d'acteurs, avec des mécaniques qui sont proches de celles des marchés financiers, avec des auctions, des bids, etc. Mais prenons le reste des données. Je prends un autre exemple qui est dans le secteur agricole, une société qui s'appelle API Agro, qui a réuni une vingtaine d'actionnaires qui sont à la fois des instituts de recherche, des chambres d'agriculture, donc des organisations publiques et des acteurs privés comme les coopératives agricoles, se sont réunis et ont créé leur propre plateforme d'échange de données, à la fois pour créer finalement un lieu où ils pouvaient maîtriser les échanges entre professionnels et on va dire, dans un écosystème qui était maîtrisé, français et européen. Et en même temps, ça crée dans un secteur qui peut avoir beaucoup de similitudes avec le marché, avec en tout cas le secteur de la santé. Le secteur agricole est aussi a des enjeux de souveraineté alimentaire, mais aussi des enjeux de souveraineté numérique, avec une maîtrise complète de ces échanges de données et du modèle économique associé à ces échanges de données, qui peuvent être portés aussi bien sur l'échange monétaire, on parle de monétisation sur la donnée, mais qui peuvent être aussi des modèles économiques qui fédèrent justement des acteurs et qui permettent de s'organiser sous la forme d'une filière avec des modèles économiques adéquats pour que justement ces acteurs de la filière, d'une certaine manière, se protègent de la captation de données par des acteurs qui ne sont pas européens et qui ont déjà commencé, en tout cas qui savent racheter des cibles qui maîtrisent, qui détiennent beaucoup de données. Donc c'est assez intéressant et c'est un peu dans la lignée du rapport Villani du député l'année dernière qui préfigure on va dire la stratégie de la France et de l'Europe sur l'intelligence artificielle et qui dans son rapport mettait en avant deux types de données, celles qui sont détenues déjà par les GAFA et on le sait très bien, c'est compliqué de les récupérer ces données, même si la GDPR a introduit la portabilité. Et puis une deuxième catégorie des données, et c'est là où la bataille n'est pas tout à fait perdue si on regarde la géopolitique de la donnée, c'est que finalement le reste des données est plutôt aujourd'hui collecté par les entreprises
et parce qu'elles n'avaient pas trouvé d'incentive, de moyen de les ouvrir, hors obligations liées à l'open data, retrouvent aujourd'hui des occasions de les partager et voire pour certaines de trouver des modèles économiques d'échange de données et qui favoriseront à la fois le développement économique ou l'accès aux académiques de données ou de jeux de données extrêmement difficiles d'accès jusqu'à présent. Avant de prendre peut-être une ou deux questions dans la salle, est-ce que demain, vous pensez qu'on peut voir émerger une place financière des données telle que la bourse qu'on connaît aujourd'hui ? En tout cas, on y travaille. Nous, en tant que place de marché, on pense que c'est le premier étage pour créer un jour une bourse. Pour créer une bourse de données, il va falloir enregistrer beaucoup de transactions de données et arriver à commencer à prédire des notions de prix. Donc c'est sur lequel il y a déjà un écosystème d'acteurs, et comme Paul Olivier le précisait, puisque c'est son travail, qui travaille effectivement sur la modélisation et à force de comprendre ces dynamiques d'écosystèmes qui peuvent se faire à l'intérieur d'une filière ou d'un territoire. On le voit aussi dans le cadre des smart cities, le développement des smart cities avec des enjeux de circulation de données entre acteurs publics et privés et surtout de sécurité de ces échanges de données. On voit qu'il y a aussi la nécessité de trouver des modèles durables, donc liés à la valorisation de cette circulation de données. Donc oui, sans doute, peut-être pas tout de suite, mais dans un horizon de temps à l'échelle de 10 ans, oui. Paul Olivier, je crois que je vais prendre la parole, en fait, on me la donne, donc je ne serai pas mal élevé. Non, je crois qu'il y a un point qui est très important. J'ai dit à un moment que, de notre point de vue, la donnée était un nouveau type d'actif. Donc je le pense de manière très profonde. Un nouveau type d'actif ne se valorise pas forcément de la même façon que les actifs préexistants. Et un des points très importants qui a été souligné par Laurent, et Michel également, mais c'est la monétisation est un des modèles économiques possibles de valorisation des données. C'est pas toujours le plus pertinent. J'aurais tendance à dire, mais là, c'est pas quelque chose qu'on a démontré, c'est un petit peu ma perception, c'est peut-être souvent le moins pertinent. C'est-à-dire qu'on ramène, l'exemple est simple, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de monétiser les données personnelles au niveau des individus. Outre que ça pose un léger problème juridique, on s'est aperçu que dans le meilleur des cas, ça rapportait autant qu'une carte de fidélité de supermarché. Alors que la réutilisation de ces données, par exemple, pour mieux maîtriser sa consommation, pour faire ce genre de choses, peut générer ce qu'on pourrait appeler, un petit peu par abus de langage, des externalités au sens économique. Et là, on a effectivement un gain qui est beaucoup plus intéressant. Donc la monétarisation, c'est bien. Ça peut permettre d'avoir aussi d'éléments qui permettent de financer un petit peu le démarrage de ces nouveaux systèmes, mais ça ne doit pas être conçu ou perçu comme étant exclusif et comme étant peut-être la solution idéale. Maintenant. Michel, bien sûr. Je peux juste rajouter un élément. Je pense que il y a eu un shift quand même pendant des années, depuis qu'on parle de données, et effectivement c'est quelques dizaines d'années, c'est qui possède la donnée qui quelque part avait le pouvoir. Je pense que c'est plus du tout ça. C'est comment y accéder, bien sûr, où qu'elle soit, et surtout répondre à la question quand il y a une problématique, de quoi a-t-on besoin pour pouvoir y répondre. Et c'est justement toute la valeur ou la vision qu'on peut donner à pas une donnée, mais à des données de sources différentes qui va vraiment générer la valeur, je pense, plus qu'autre chose. Merci beaucoup à tous les trois. Y a-t-il une question dans la salle ? Je vous demanderai juste de vous présenter. Oui, monsieur. Excusez-moi, j'ai une question par rapport à la valeur de la donnée. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, s'il vous plaît ? Pardon, excusez-moi, Gauthier Poupeau de l'Institut national de l'audiovisuel, architecte de données. Il y a quelque chose que vous abordez pas du tout, qui est effectivement la valeur économique de la donnée. Or, aujourd'hui, on voit que cette valeur, elle est toute relative. Je ne parle pas de l'usage et du traitement, ce que vous avez très bien dit, c'est-à-dire c'est pas la donnée elle-même qui a de la valeur économique, c'est bien le traitement qu'on fait sur cette donnée pour créer de la valeur. Et en particulier, vous n'abordez pas du tout la problématique de l'open data. Or, on ne peut pas la nier aujourd'hui, cette open data, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. Le résultat, à titre personnel, je ne le trouve pas parfait, mais il existe. Et on voit bien aujourd'hui que monétiser de la donnée elle-même, je parle vraiment de la donnée en elle-même, est une problématique. Et si on revient aux données de santé, il suffit de regarder une société comme Vital, qui est un broker de données en fait. C'était son métier, qui est en train de changer de métier pour devenir, au-delà du broker de données, un broker de services grâce à la donnée. Donc, c'est pas tant la donnée elle-même qui a de la valeur. Et on voit bien à travers l'open data, on voit bien aujourd'hui que les sociétés
sont amenés à mettre à disposition leurs données gratuitement. Je suis désolé par rapport, ça remet peut-être en question ce que vous essayez de vendre, mais Non, pas du tout. mais Non, je, pas du je pense que cette question-là a aussi une valeur. C'est pas c'est-à-dire antinomique. que C'est ça. ce qui est très différent par rapport à ce que vous dites, par rapport aux produits financiers et aux autres, c'est que très clairement, on est rentré dans une idée de commun, au sens économique du terme, avec la data, qui du coup crée un écosystème qui est très différent du reste, en fait. Donc, en fait, voilà. Ma remarque c'était comment vous vous positionnez en fait par rapport à cette monétisation, parce que très clairement aujourd'hui, c'est pas la donnée qui a de la valeur économique, c'est ce qu'on en fait qui a de la valeur économique, et ça aucun problème. Et de plus en plus, on verra de la donnée, comme on a vu les documents arriver sur le web gratuitement, on verra la donnée arriver brute, je parle, arriver gratuitement, et c'est celui qui crée le service autour de la donnée qui gagne. Il suffit de voir Google Maps. J'ai deux réponses à ça. La valorisation des données liées aux échanges n'est pas antinomique à l'open data. Le constat qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gisements de données, par exemple sur les taux de panne d'une machine. Pour un industriel, je peux vous promettre qu'il ne la mettra jamais en open data. Cette data, ce serait dévoiler des problèmes de production, ce serait révéler des problèmes liés à ces fabricants de machines. Et donc cette donnée, il ne la mettra pas en accès. Et donc c'est d'ailleurs le problème, c'est que cette donnée, elle n'est pas accessible justement parce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent de moyens de pouvoir en tirer de la valeur, puisque c'était la seule contrepartie à vouloir l'échanger, ou alors à tisser un écosystème. Je disais tout à l'heure, dans un industriel de rang 2, dans l'industrie des produits de conso, lui, il est directement impacté par les déchets, et donc il sait que sa donnée, si il a metté à disposition à condition de maîtriser avec qui il échange, donc là il est proche d'une démarche open data, il pourrait permettre à des acteurs en aval, et notamment des institutionnels, de mieux dimensionner leur chaîne de collecte de son produit qui lui-même a été bâti pour être recyclable. Par contre, lui, industriel, c'est le premier incriminé parce que ces produits se retrouvent dans la nature, et donc parce qu'il y a un défaut dans la chaîne de collecte. Donc on voit bien que le sujet n'est pas antinomique à l'open data, il est complémentaire et il touche des données qui aujourd'hui ne sont pas libérées en open data parce qu'il n'y a pas de modèle économique à ça, à part une obligation, et ça c'est le cadre des entreprises privées qui sont en délégation de services publics, qui travaillent donc notamment en France, qui travaillent avec des opérateurs publics, qui là sont obligés d'ouvrir certains jeux de données et qui doivent le faire, mais hors de ce cadre-là, il n'y a aucune entreprise qui est motivée à ouvrir des données qui touchent à des processus critiques. Principalement pour des raisons de... Non, principalement pour des questions de concurrence, principalement. Alors, y a-t-il une autre question avant que nous clôturions cette session? Aucune autre question? Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Moi, j'ai été évidemment ravie de vous accompagner.